Et un, deux, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, ça doit être bon. Bonsoir, bienvenue sur PDH, la chaîne Twitch, Bonsoir. où ce soir, on va parler, une fois n'est pas coutume, de lutte panafricaine, de lutte anti-impérialiste, de questions de la France-Afrique, et aussi, on aura tout un pan autour de Thomas Sankara. Mais je sais pas pourquoi tu dis une fois n'est pas coutume, on parle que de Ah, ça, on parle d'anti-impérialisme. sur les luttes Ah oui, panafricaines, oui, c'est c'est vrai quand que même un de oui, c'est nos vrai, angles morts. c'est vrai. On va dire ça. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des spécialistes et des gens qui viennent dans le détail, disons, on en parle d'une façon générale plutôt. Et pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Aziz Salmon Fall. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour vous présenter rapidement, vous êtes politologue, vous êtes aussi panafricain, vous êtes internationaliste, vous êtes le coordinateur, membre de la coordination de campagne internationale de justice pour Sankara. Et aussi, vous êtes membre du GRILA. Vous pouvez présenter rapidement le GRILA? Je ne sais pas si on le prononce Oui, comme ça, le G. oui, c'est bien ça. C'est le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, qui est né en 1984, en coïncidence avec la révolution du Burkina Faso, qui est probablement la dernière révolution africaine en termes d'avancée dans le changement de système de production. Et justement, à l'initiative de qui le Grilla a été Alors, constitué? un noyau dont je faisais partie à l'origine, c'était principalement dans la lutte contre l'apartheid. C'est ça. Au Canada, puisque c'est un pays qui soutenait l'apartheid à l'époque. Et donc, nous avons participé au mouvement anti-apartheid international en essayant de confectionner la plateforme anti-apartheid, d'influencer la transformation de ce système. Vous savez que c'est le Canada qui instaure, en fait, par le système des réserves, le modèle qui va être repris en Afrique du Sud. Oui. Et donc, c'était vraiment le ventre mou du système. Et c'est de là aussi que va arriver la politique au Commonwealth, lorsque Brian Mulroney, contre toute attente, adopte notre plateforme anti-apartheid. Donc c'est vraiment une grande forme d'influence de lutte panafricaine qui a commencé dans les diasporas, mais ensuite nos sections sur le continent ont continué le travail sur d'autres dossiers. Et donc ça a eu une grande importance pour le développement du mouvement mondial de boycott de l'Afrique du Sud, hein, évidemment. Oui, alors nous on s'inscrit dans la mouvance, dans le sillage de cette campagne qui est Très active à l'époque, oui. un moment très très important, peut-être ignoré de beaucoup de nos panafricains d'aujourd'hui, mais c'est vraiment d'abord l'Afrique du Sud est un des grands endroits où la lutte politique commence déjà au sortir du premier conflit mondial sur la question du racisme, la ségrégation, mais aussi des droits économiques et sociaux. Et cette lutte-là va connaître une forme d'aggravation avec la guerre froide, les luttes de libération nationale. Et jusqu'en 1989, le point de bascule, c'est pas seulement le rideau de fer, la perestroïka et la glasnost, c'est la chute de l'apartheid Tout à fait. qui a été précédée par la bataille de Cuito Cuanavale où les Cubains nous ont aidés à nous débarrasser donc des bourgs. Une bataille qu'on oublie très souvent d'ailleurs, hein, dont on parle très rarement, qui a une grande importance pour la fin de l'apartheid. Hein. D'ailleurs qui n'est jamais mentionnée, hein, et où Cuba a un rôle très important. Oui. En tout cas, nous la mentionnons. Nous avons une dette historique et je dirais même une sorte d'ingratitude vis-à-vis de Cuba. Cuba, c'est un pays qui a eu à nous soutenir dans toutes nos luttes, que ce soit en Algérie, en Éthiopie, en Érythrée, en Angola, en Afrique australe, au Congo. Mes parents ont connu Che Guevara à l'époque où mon père, par exemple, est un Sénégalais qui va être naturalisé congolais. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer plus tard ma mère, puisqu'il sera envoyé comme ambassadeur au Caire. Et c'est comme ça qu'il connaît ma mère, qui est égyptienne. Oui. Donc, vous voyez, c'est tout un univers de gens qui ont lutté pour une autre Afrique, qui sont évidemment boycottés ou en tout cas méconnus, mais les Cubains font partie de cette odyssée qui ont permis nos souverainetés et qui jusqu'à aujourd'hui soutiennent nos souverainetés. Absolument. D'ailleurs, il faut souligner qu'il y a toujours l'embargo sur Cuba et que dernièrement, il y a eu un vote à l'ONU où quasiment tous les pays ont voté pour la fin de l'embargo, sauf 2 pays. C'est ça. Israël et les États-Unis. Il y a eu 130 pays vis-à-vis ces 2 pays-là. L'Ukraine qui s'était abstenue, je crois. Ouais, en raison de la situation. Voilà. Mais c'est une des illustrations en fait d'une situation littéralement criminelle
Et je crois que les panafricains doivent aujourd'hui, comme tous les progressistes, essayer de faire quelque chose pour aider Cuba. Vous savez que rien que pour les médicaments, pour l'accès aux choses, il suffit qu'il y ait 10% de production américaine, vous ne pouvez pas les envoyer à Cuba. Donc il y a une sorte de chantage qui est fait, et les bateaux ne peuvent pas amarrer, etc. Donc en tout cas, en termes de solidarité, pour nous autres panafricains, en tout cas les panafricains progressistes, Cuba est le pays qu'il faut absolument assister. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ça à souligner. Je vois qu'il y a beaucoup de critiques sur le système cubain actuel et tout, mais qu'on oublie, qui doivent se développer avec cet embargo qui pèse sur eux et qui donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir une politique vraiment libre dans ce contexte. Je vois qu'on a commencé très fort. Je voudrais juste faire 2 précisions. Merci à tous. Merci à Léo qui a fait un raid, merci à toi. Alors pour ceux qui vont faire des dons, moi je ne veux pas trop entraver la discussion là, donc ça sera Mehdi qui s'occupera de vous remercier. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui vont faire des dons pendant l'émission, et je m'excuse si je ne réagis pas durant l'émission, mais ne vous inquiétez pas, on vous lit, peut-être qu'on prendra des questions et tout à poser à Monsieur Fall. Ce serait bien ça. On va faire ça. Et d'ailleurs, s'il y a des questions qui vous intéressent et tout, n'hésitez pas à réagir. Je voudrais commencer avec, pour rester sur la question de l'Afrique. Vous étiez déjà venu l'année dernière à Montpellier pour un contre-sommet que vous avez organisé en réponse, il me semble, avec le sommet organisé par Macron, le sommet France-Afrique. D'ailleurs, moi, rien que l'idée de sommet France-continent, ça me rend fou. Et donc, quel était le but de ce contre-sommet et quelles étaient les idées qui ont été retenues lors de ce contre-sommet ? Effectivement, j'ai participé à ce contre-sommet. À l'époque, ils appelaient ça le sommet Afrique-France. Il s'agissait, je crois, pour le président Macron et son équipe d'essayer de réinventer une politique française décomplexée, d'essayer de montrer qu'elle ne participait pas à l'odyssée coloniale et qu'elle cherchait à tourner la page avec certains de nos intellectuels africains assez proéminents. Et ils ont fait venir beaucoup de jeunes, souvent dépolitisés, pour essayer de les soutenir. Donc nous, on avait trouvé relativement la démarche pathétique, puisqu'en réalité, il s'agissait une fois de plus d'une démarche managériale, cosmétique, visant à essayer évidemment d'expurger des politiques sur lesquelles j'aimerais qu'on parle. Mais en même temps, pour moi, j'étais venu à titre de coordonnateur dans l'affaire Sankara, puisque Macron avait réussi à convaincre l'auditoire au Burkina Faso qu'il allait déclassifier les documents dans l'affaire Sankara. Ils ont effectivement déclassifié 2 caisses. Nous avons attendu la 3e caisse de documents et le juge a dû dissocier le procès dit international du procès local. Nous avons regardé le contenu et la teneur de ces documents et effectivement, ils étaient triés sur le volet et sélectivement donnés et nous attendons toujours une déclassification. Donc c'est un peu dans cette foulée que j'étais venu pour dire que si ces gens sont vraiment bien intentionnés, il faut que la France-Afrique meure durant ce sommet. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc la mort de la France-Afrique, qui n'est pas la France et la relation de l'Afrique, pour moi c'est un truc super complexe. Je n'étais pas né quand ça a existé. C'est quelque chose qui s'est atomisé, qui a gangréné. Vous avez des antennes à l'Élysée, au Quai d'Orsay, à Matignon. Vous avez des accointances dans les francs-maçonneries. Vous avez des relais en Afrique aussi puissants que ceux qu'il y a en France. Vous en avez dans les forces militaires, dans les milieux d'affaires. Donc il y a un enchevêtrement pratiquement inextricable qui s'est ankylosé et qui n'en finit pas de mourir. Donc qu'il faut bien distinguer de la politique officielle de la France. Donc il y a 2 chevauchements qu'il faut bien distinguer. Et je crois que les autorités françaises sont restées dans de vieux réflexes parce qu'il y a des mécanismes très difficiles à enlever. Par exemple, la question monétaire, le franc CFA, qui est une des illustrations. Il y a les accords de défense qui les lient à ces micronations qui ont accepté le projet d'indépendance négociée qu'on appelle donc le groupe de Monrovia. Et il y a les assassinats politiques, disons les affaires d'État, la raison d'État, les coups d'État, les raisons d'État, depuis l'assassinat de Mehdi Ben Barka et de la liquidation de tous les chefs, y compris l'affaire de Sankara. Donc il y a tout ce passif qui fait qu'effectivement, avec raison, on veut changer, revamper la politique française, mais là, ce n'est pas en faisant venir des jeunes de la société civile triés à Paris pour l'inventer avec quelques intellectuels français. Donc, on s'était interposé
à ce sommet, qui a eu évidemment moins de retentissement que le sommet qu'il a organisé, mais je crois que c'était une petite épine pour montrer que nous existons, il y a d'autres versions de ce qui se passe. Et oui, nous appelons à une nouvelle politique de la France qui doit être réinventée, mais une France des peuples, une France qui réfléchit et qui doit veiller à ses intérêts, vu qu'elle est très inquiétée par les rivalités géopolitiques sur le terrain. Donc c'est toute la question du djihadisme sur lesquels on pourrait revenir. Justement, concernant cette nouvelle politique, enfin ce nouveau type de relation entre la France et l'Afrique, sur quelle base pourrait-il être fondé? Parce que c'est aussi il y a un certain nombre d'exigences par rapport à ces nouvelles relations. Dans les années 80, il y avait certains qui avaient encore quelques espoirs dans cette gauche française, qui pensait vraiment que Mitterrand allait changer les relations. On a très bien vu qu'au contraire, non. Mitterrand, qui avait été surnommé à l'époque Mitterrand l'Africain aussi. Hein. Et surtout avec Sankara en plus. Bah oui, parce que précisément, il va être à l'origine de cette affaire, mais il ne va rien changer à ces fameux réseaux FECAR. Les réseaux FECAR qui étaient les réseaux traditionnels que De Gaulle avait mis en place en Afrique pour que la France garde bien son impérium sur le continent. Et je me rappelle c'était Coste, je crois, non? Non, pas Coste. C'était un ministre qui justement a démissionné du coup parce que c'était un mitterrandiste au départ. Cotte, pardon. C'est ce qu'il dit depuis 3 fois. Excuse-moi. Dont le père avait été ministre sous le Front populaire d'ailleurs, ministre de l'air sous le Front populaire. Et je crois que c'est Jean-Pierre Cotte, c'est ça. Hein, c'était Jean-Pierre Cotte qui croyait vraiment qu'il allait pouvoir changer les choses. Et qui évidemment, se rendant compte que rien ne changeait, avait démissionné. Hein. Donc à l'époque, un certain nombre de principes avaient été mis en avant pour pouvoir changer justement cette politique de la France. Alors évidemment, il s'agit d'un impérialisme français, on ne change pas un impérialisme comme cela. Mais est-ce que vous avez déjà pensé de façon générale, dans les grandes lignes, à ce qui pourrait être une nouvelle politique française? Sur quoi pourraient être fondées de nouvelles relations, on va dire? Nous y pensons. Vous savez, c'est souvent des rendez-vous manqués, des intentions qui ont été avouées et déclamées, notamment par Mitterrand, mais qui faisaient partie d'un système qui était déjà une ossature coloniale. Il y a participé, mais en même temps, il a voulu se démarquer. Et en voulant se démarquer, je crois qu'ils n'ont pas pu faire leur politique. Et très vite, ils se sont retrouvés dans la cohabitation. Et la cohabitation avec Chirac fait revenir, évidemment, dans les affaires, l'équipe focardienne, et d'où justement le complot ourdi de cette époque sankariste. Bon, maintenant, les intentions de la France, c'est très difficile. Vous savez qu'un système assimilationniste comme la France, qui a l'arrogance intellectuelle, l'aura de sa position panoptique dans le dispositif occidental, ça donne effectivement une sorte de présomption qu'ils vont trouver une solution et qu'ils ont la solution par rapport au modèle anglo-saxon et surtout au modèle asiatique. Ça pouvait fonctionner jusqu'à un certain moment. Là où ça se complique, c'est que les Africains eux-mêmes, nos régimes compradors, on appelle compradors donc les élites qui acceptent la subordination, se sont mis en fait dans ce dispositif. C'est-à-dire qu'on commençait à influencer eux-mêmes la politique française. Donc il y a des effets miroirs. Ce qui fait que le changement passe évidemment par des révisions à la fois de nos propres sociétés, mais une révision de la France. Or, la France, elle récolte une politique coloniale. Aujourd'hui, pour vous qui êtes dans l'horizon de la décolonialité, je crois qu'il faut réfléchir sur la colonialité. Mais nous, nos horizons panafricains ne sont pas dans la colonialité. C'est-à-dire que notre vision, la colonisation n'est qu'un épisode. Pour nous, nous avons une lecture très longue de la société française. Une société dans laquelle les Français sont en fait un peuple immigrant en Europe, sur des terres africaines. Les Africains habitent... C'est très très long. Oui, c'est très long, parce que si on veut parler, il faut parler, parce que la question du racisme revient, la question des populismes, etc. Il faut expliquer les choses, puisqu'on veut parler d'anthropologie, d'histoire, expliquons les choses simplement. Ce qu'on appelle Europe, c'est une déesse africaine. Des populations africaines vivent en Afrique comme en Europe, dans des contrées où, justement, il n'y a pas de locoderme. Le blanc n'y existe pas. Donc, en réalité, ce débat sur l'origine extra-européenne des Africains qui arrivent est un faux débat. Ce sont des Africains qui vivent là, qui sont délogés par des populations qui arrivent des steppes orientales, qui s'installent, et par sélection et adaptation, vous avez
une métamorphose qui se fait. C'est pourquoi lorsque les Anglais voient leur ancêtre, c'est un noir avec des yeux bleus, mais voilà, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est juste pour expliquer qu'il n'y a pas de race, c'est une race humaine qui va, par sélection et adaptation, s'imposer. Et la culture française et occidentale elle-même cache en fait les apports des autres civilisations qui les ont abreuvés, et il faut reconstituer cela. C'est donc l'origine des civilisations orientales, africaines, l'apport de plus de 7 siècles d'espace arabo-musulman qui façonne cela. Et donc l'antériorité du système capitaliste qui se crée, l'avènement de ce système capitaliste doit être réexpliqué aux jeunes comment le système monde se met en place. Et ce système monde, lorsqu'il se met en place, c'est dans un modèle aristocratique, et la France arrive avec un rôle, c'est pour ça cette présomption, comme le pays qui va par la sécularité amener les Lumières. Et ces Lumières, effectivement, qui sont des révolutions bourgeoises, mais ce n'est pas les seules. Vous avez les révolutions haïtiennes, les révolutions américaines, etc. Mais la France s'est arrogée le rôle d'être ce phare. Et effectivement, le système aristocratique, la diplomatie faisait que la France était effectivement la référence. Et nous autres Africains avons développé souvent ces complexes vis-à-vis de la France qui a créé un système assimilationniste. Donc votre question, elle est profonde parce que si la France veut vraiment faire cette réforme, il faut non seulement qu'elle ait cette introspection, mais qu'elle ait le courage de voir quel a été le rôle de la colonisation, de l'esclavage avant, et comment en fait le néocolonialisme doit s'arrêter. Or, il ne peut pas s'arrêter puisque cette dépendance énergétique, ces dépendances économiques sont tellement fatales, c'est-à-dire que la France, sans ses territoires d'outre-mer, sans les possessions néocoloniales, ne peut pas exister. Son tissu en termes de force productive lui-même s'est mêlé au point que la force productive, le lumpenprolétariat et le prolétariat est aussi issu des contrées de migration et de colonisation. Donc, il y a ici une sorte de... qui se reflète bien dans votre équipe de football, par exemple. On voit bien ce qu'est la France moderne d'aujourd'hui. Et c'est cette France-là qui est capable, effectivement, de faire un discours sur quelles seraient les réorientations de la politique extérieure non impérialiste, tenant compte de liberté, égalité, solidarité, fraternité, sororité, et qui pourrait effectivement redonner un élan. Mais pour cela, il va falloir se couper, rompre avec le mécanisme transnational des firmes multinationales qui, vous prenez une maison comme Total, Total c'est plus français, voilà, c'est une maison transnationale. Le système d'industrie extractive actuellement se fait à partir du Canada, c'est des firmes multinationales d'un peu partout. La France joue son va-tout, mais ce va-tout, elle est en train de le perdre parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés dans les 30 dernières années où on a désengagé l'État et on a ouvert des espaces. Et dans ces espaces, les autres acteurs capitalistes sont rentrés. Et la France a du mal à jouer sa politique extérieure, l'aide publique au développement qu'elle n'a jamais atteint. Le 0,7% n'a jamais été atteint. Voilà, et c'est quelque chose à faire. Et ensuite, il va falloir maintenant compétir sur d'autres bases gagnant-gagnant, plus saines que les réseaux France-Afrique, avec d'autres acteurs comme les Turcs, les Israéliens, mais les plus gros acteurs comme évidemment les Chinois, les Indiens et les Russes qui sont en train de leur damer le plomb dans la politique du Sahel. Et c'est dans la politique du Sahel qu'aujourd'hui, après la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine, que se trouve vraiment l'équation française. Parce que ce qui se passe au Mali est une équation fondamentale. Le Mali a sauvé la France dans les deux guerres. Le Mali est aussi le pays où la France a eu à créer le syndrome de l'Azawad qu'on a voulu pour contrer ce qui se passe en Algérie et ce qui s'est passé au Mali. Et le Mali est l'endroit où on va avoir deux France, la France de Hollande et la France de Sarkozy, qui a miné la Libye et qui a libéré les hordes de djihadistes mercénarisés dans le système de ce que j'appelle la géopolitique du chaos, qui dépasse la France. C'est-à-dire la géopolitique du chaos, c'est la politique des néocons américains qui a commencé chez les talibans en Afghanistan et qui a, avec la sous-traitante, qui a essaimé à partir des Émirats, etc., et des différentes forces fondamentalistes, a permis cette géopolitique dans une sorte de sahélistan. La France a joué dans ça avec ses propres intérêts. Donc quand vous me dites la révision, c'est toutes ces choses-là que j'ai mis pêle-mêle, je m'excuse un peu de ça, mais pour montrer effectivement de la complexité. C'est la complexité de pourquoi ce n'est pas facile et pourquoi il faut avoir le courage de sortir ces choses et de s'en démarquer. Or, on ne sent pas cette démarcation. Et donc, les populations africaines, surtout du Sahel, ont commencé à se rendre compte de la duplicité de la France, qui empêche qu'on accède à certaines
zones, qui empêche de soutenir tel ou tel terroriste, etc., qui ne défend pas la souveraineté des pays africains et qui donne le sentiment qu'elle fait le syndrome pompier-pyromane. Et là, on a vu vraiment une régression, d'où la perte, le désamour qu'il y a de plus en plus dans ces sociétés. Mais pour arriver à ça, j'aurais presque l'impression qu'il faudrait que la France ne défende plus les intérêts franco-français. J'ai l'impression que si l'idée c'est de ne défendre que les intérêts purement français, elle continuera dans le système capitaliste actuel, elle continuera à essayer à tirer son épingle du jeu, notamment dans la concurrence, comme vous avez dit, en plus qu'il y a davantage de concurrence avec la Chine, avec la Russie, qui veulent jouer aussi un rôle maintenant, qui se disent on va plus laisser ça aux États-Unis occidentaux, on va aussi nous ici y jouer. Et j'ai l'impression que la seule perspective dans laquelle la France pourrait changer, c'est d'avoir une orientation internationaliste en fait. Oui, bon, alors ça, c'est très difficile dans un moment où, justement, vous avez un retour des nationalismes, principalement en Europe, avec une frange qu'on va décrire comme étant culturaliste, populiste, mais qui n'est pas le propre de la France, qui est un phénomène presque mondial, qui est la réponse, en fait, à ce que le néolibéralisme a provoqué, c'est-à-dire un système de technocratie managériale qui dépolitise des pans entiers de société pendant 30 ans. Et ces gens et leur progéniture se retrouvent en fait de plus en plus devant une perte de sens et capables d'absorber des discours simplistes de désinformation propres à ces milieux populistes. Donc à ce moment, les nationalismes reviennent avec une plus grande ferveur, en même temps que l'économie politique se défait, puisque le système capitaliste, justement, a cette faculté toujours de s'étendre, mais en s'étendant, il a aussi cette capacité de se désagréger. Et donc, cette perspective de désagrégation amène effectivement les intérêts français nationalistes. C'est le côté cocorico, mais on ne peut pas le lui reprocher. Tous font cela. Et la question, la défense, on ne peut pas reprocher à un pays de défendre ses intérêts nationaux. Ça, c'est un élément important qui relève de sa souveraineté. Mais lorsqu'il vient empiéter dans la souveraineté des autres, là, c'est autre chose. Mais la défense des intérêts français est tout à fait louable et c'est normal que les firmes françaises, que le gouvernement français défende ses intérêts. Par contre, il ne peut pas se faire au détriment des autres peuples ou en empiétant sur les souverainetés des autres peuples. Et donc, c'est cette position qui doit être réitérée, que ces nationalismes frileux doivent être dépassés. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que les extrêmes droites, aujourd'hui, commencent à tenir un discours assez proche de ceux des progressistes, puisqu'au fond, au nom du nationalisme, on veut que chacun reste chez soi, etc. etc. Et c'est là le paradoxe, ce qui fait que beaucoup de nos milieux panafricains, eux-mêmes, séduits, fraient avec ces milieux, frais aussi dans le suprémacisme racisme, donc c'est le racisme à rebours. C'est toutes des choses qui sont très complexes, mais dans lesquelles il faut éduquer notre jeunesse parce qu'elle tombe dans ce panneau, alors que c'est grand, c'est vraiment flagrant. Cheikh Anta Diop n'a jamais dit ça, Amilcar Cabral n'a jamais dit ça, ni Thomas Sankara. Mais on va utiliser leurs emblèmes et on va reprendre des discours de haine, de racisme à rebours et surtout de nationalisme frileux. Là, il faudrait que tu parles dans le micro si tu veux parler. Oui. Non, j'étais en train de penser à cela. Macron vient de faire une intervention au sommet de la francophonie, par exemple. Il s'est aussi permis. Mais on voit bien à quel point l'Afrique, la France, c'est l'Afrique en fait. Sans l'Afrique, la France perd son aura international. C'est l'Afrique qui a permis à la France quand même d'avoir son strapontin au Conseil de sécurité en 1945. C'est son domaine impérial. Et on voit que Macron est malgré tout dans cette continuité. Et d'ailleurs, il a intervenu au sommet de la francophonie. Voilà, avec je ne sais pas si cette déclaration sur la langue du panafricanisme, c'est le français. Et le français aurait dans son essence cette logique émancipatrice et tout. Vous en pensez quoi de cette déclaration et notamment de cet attachement de Macron C'est ce que je décrivais, c'est-à-dire de se poser. Le petit scandale Bolloré ces derniers jours, puisqu'on a pas mal parlé de Bolloré qui est quand même très présent, fait partie de ces grands impérialistes français. C'est la position de se mettre en espéranto planétaire universaliste. C'est normal, comme je dis, c'est le rôle dans lequel les habits très lourds à porter, dans lesquels ces dirigeants se sont retrouvés. C'est la même chose pour ces hommes d'affaires qui ont eu des affaires juteuses et qui, sentant les affaires tourner, commencent à sortir leur billes du jeu parce qu'il y a d'autres endroits. Je crois que c'est Bolloré qui parle de partir d'Afrique. Oui, parce que c'est ça. Ils sentent la concurrence, ils sentent d'autres acteurs tout aussi puissants qu'eux, capables de faire
souvent mieux qu'eux. Donc, il y a cette concurrence aujourd'hui. Sauf que les relais locaux qui leur permettaient véritablement de perdurer sont aussi contestés. C'est-à-dire ces chefs d'État sont aussi contestés. Et donc, il faut tenir compte de la dynamique de la jeunesse africaine qui ne veut plus de ce vieux système qui perdure et qui est en train de pousser. Alors, qui pousse parce qu'évidemment, il n'y a pas d'autre horizon que leurs espoirs. Et ces espoirs sont éteints. Vous l'avez vu d'ailleurs au sommet de Sharm el-Sheikh. Il y a une volonté délibérée des pays pollueurs de ne pas financer le coût incroyable du mode de production et de consommation. Et donc, on se retrouve devant encore une impasse dans laquelle ces jeunes-là se retrouvent effectivement sacrifiés. Donc, derrière les grands discours, on peut très bien comprendre cette volonté d'hégémonie, de continuer des formes d'aliénation, mais je crois que les gens sont saturés de ces systèmes-là qui tournent à vide. Donc, il faut qu'ils réinventent une autre histoire. Et c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire. Ils essaient de réinventer, de recréer une forme d'enchantement pour permettre un retour de la France, ou en tout cas consolider les espaces qui sont encore solides, par exemple la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Mais même là, les rivalités sont sourdes parce que d'autres acteurs sont capables de provoquer et de montrer d'autres façons de faire. Et vous, face à ça, vous avez proposé le concept de panafricentrage. C'est quoi l'idée? C'est d'avoir un centrage vraiment sur les luttes panafricaines, et ça serait d'ailleurs peut-être des dissensions avec des luttes anti-impérialistes dans le Nord, par exemple nous. Avec vous, l'idée que nous, on doit d'abord se centrer sur le continent africain? Alors, c'est de partir c'est un peu l'objet de ma conférence de demain à la Sorbonne, c'est qu'effectivement, de partir des expériences de Samir Amin, qui est enterré ici à côté au Père-Lachaise. Pour ceux qui ne connaissent pas, un économiste marxiste extraordinaire. On a déjà parlé sur des vidéos de Juste Wissam, les gens, sur comment l'Occident est devenu riche. Vous pouvez voir le film que je lui ai consacré, qui s'appelle Samir Amin, l'internationaliste organique. C'est disponible sur YouTube pour ceux qui veulent se familiariser. Et les idées de Thomas Sankara. En fait, c'est des gens qui, au fond, disent ce que nous essayons de dire, c'est-à-dire que le panafricanisme, c'est formidable, comme tous les ismes, mais il faut un projet de société, il faut un plan de développement continental. Or, il n'y en a pas. Il y a eu le NEPAD, qui était un plan de partenariat avec l'Occident. Il y a l'agenda 2063, qui est une tentative incantatoire, mais il nous faut un développement basé sur la création d'un marché intérieur de biens de consommation de masse qui soit déconnecté d'abord du marché mondial. Alors, ça paraît... D'où l'idée de déconnexion. De déconnexion, c'est ça. Alors, un désengagement qui serait peut-être trop brutal, mais en tout cas un désengagement sélectif où nous allons essayer de maîtriser nos ressources naturelles, la question de la souveraineté, maîtriser notre autosuffisance alimentaire, ce n'est pas la souveraineté alimentaire, maîtriser notre capacité de reproduction technologique, maîtriser aussi notre capacité d'autodéfense, maîtriser la centralisation du surplus, c'est-à-dire la capacité de battre monnaie, de défendre l'investissement et d'orienter les politiques publiques. Donc ces choses-là, si vous ne les avez pas, en fait, vous subissez... éventuellement d'une banque africaine. Voilà, c'est un peu ce que Kadhafi proposait aussi. Donc, il y a beaucoup de ces idées qui sont anciennes, qui ne sont pas nouvelles, mais l'idée ici, c'est d'essayer de pousser, d'apprendre à compter sur nos propres forces, mais ce n'est pas une autarcie. Ça va être des autonomies collectives avec une relation sélective dans nos relations extérieures. Et donc, ici, l'échange sud-sud est primordial. Donc, comment fait le Brésil, comment fait le Vietnam, voilà, revenir sur des formes de tricontinentales pour changer le rapport nord-sud qui jusqu'à présent nous a été défavorable, mais surtout au niveau de l'Afrique, réconcilier et rebâtir la situation du Maghreb, parce que les Maghrébins ne se sentent pas africains alors qu'ils comprennent qu'ils sont avant tout des Africains, parce qu'ils sont perçus comme ça par les autres, même si eux ne le perçoivent pas, et changer le regard des subsahariens sur la question, puisque évidemment, il y a une longue histoire, hélas, jalonnée de souffrance sur la question de l'esclavage, sur la question des possessions, etc., sur la question arabo-islamique, etc. Donc bref, c'est un peu cela, de revenir et recréer un autre élan de développement. Et questionner le développement lui-même, puisque le développement lui-même, c'est un système prédateur. Avant 1750, il n'y a pas de mot pour décrire le développement. Alors, comment est-ce que les autres sociétés existaient? Le mot en allemand, c'est Entwicklung, qui donne le mot développement. Et à partir du développement, arrive ce que j'appelle le mégalo-ensemble, c'est-à-dire un système où tout le monde veut faire du développement, que ce soit par le socialisme, le capitalisme, peu importe, tout le monde veut faire du développement. Or, ce n'est pas neutre. Le développement est le système d'ailleurs de la matrice même du capitalisme, c'est-à-dire un système qui doit créer
à partir de l'échange, un changement des systèmes de production et de consommation pour répondre à la demande. Mais en faisant répondre à cette demande, il va détruire les relations sociales, il va détruire l'environnement et en fait, il va désagréger les solidarités des forces productives. C'est pour ça que même le développement, il faut le questionner. Voilà, et c'est pour ça qu'on propose ce panafricentrage. Et là, vous parliez des questions économiques, de la question de même d'une banque africaine et tout. Il y a un débat en France qui revient souvent quand on parle de l'Afrique, c'est la question du franc CFA. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, en fait, le franc CFA quasiment n'existe plus, avec aussi cette logique de mais en fait, s'ils peuvent partir, les pays africains qui ont le franc CFA, s'ils veulent refuser, ils peuvent refuser d'avoir le franc CFA, comme quoi ce serait simple en fait de refuser le franc CFA. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'il y a une réponse à apporter à ces gens-là? En fait, la réponse n'est pas facile. Parce que vous voyez, d'une part, parce que la nature de ces États africains elle-même n'est pas viable. C'est-à-dire ces États qui oseraient le faire seuls. Quoi qu'en le disant, rappelons, l'histoire est importante. Lorsque Sékou Touré en Guinée veut faire sa monnaie, la France fabrique une... Il s'oppose à De Gaulle. Hein. Voilà, les Français fabriquent une fausse monnaie pour faire tomber la monnaie guinéenne. Donc il y a eu toujours une aversion de voir ces modèles. Bon, la Mauritanie va faire cavalier seul. On tient les pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays d'Afrique centrale avec cette monnaie. Et on décrète la fin de cette monnaie programmée avec l'éco, chose que les Africains eux-mêmes avaient prévue dans une démarche unitaire monétaire. Donc, comme je le disais précédemment, si vous ne maîtrisez pas votre monnaie, eh bien, vous êtes complètement coincé. Or, la bataille sur la monnaie, elle n'est pas qu'à l'échelle de l'Afrique. C'est une bataille plus grande, qui est d'abord la question que les Américains doivent aux Chinois. D'accord, les Chinois disposent l'équivalent de 1000 tonnes d'or en réserve qui normalement devrait en bon du trésor. Donc le panier de devises ne se reflète pas. Donc lorsqu'il y aurait un autre système monétaire qui reflète, comme vous disiez tout à l'heure, la multipolarité, à ce moment, l'Afrique pourrait jouer son rôle si elle avait une monnaie continentale. Au moins en tout cas pour l'Afrique francophone, au moins une monnaie. Et ça c'est possible. Nous savons que nous pouvons le faire. Mais pour cela, il faut que la nature des États que j'ai décrits change. Il faut aussi que la nature du système français, de la Banque centrale française, change. Mais cette monnaie, vous la prenez aujourd'hui, vos devises, vous avez un gros sac d'argent, vous allez dans n'importe quelle banque à l'extérieur de l'Afrique, vous ne pouvez pas changer cet argent. Donc c'est la preuve que cet argent n'a aucune valeur. D'accord ? Donc c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, les Africains veulent la fin de ce système, mais on ne peut pas non plus hâter ce système en créant quelque chose ex nihilo avec des États qui ne sont pas viables. Donc il y a une réflexion et un changement révolutionnaire à faire au sein de nos États pour aller vers cette monnaie, ce que nos élites ne veulent pas faire. D'ailleurs, je voulais juste faire une remarque avant et poser une question qui avait déjà été posée dans le chat, mais c'est étonnant comme tu as beaucoup de gens qui sont anti-Union européenne parce que le contrôle sur la monnaie, c'est très 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 important. La France ne sera pas libre tant qu'elle n'aura pas le retour vraiment d'un contrôle sur la monnaie, mais qui en même temps ne voit pas le problème avec le franc CFA. Tu vois, le fait que tu as d'autres pays qui ont le franc CFA avec un contrôle de la France. Et justement sur ça, il y avait El Namir qui avait plutôt parlé, qui avait posé la question du dinar or et du projet de Kadhafi, de comment ça avait été reçu dans les pays africains. Est-ce que ça avait suscité quand même des intérêts ou est-ce que les gens étaient un peu sceptiques, notamment les militants panafricains par rapport à ça? Les militants panafricains avaient très bien compris qu'il s'agissait là d'un des éléments clés. Vous savez, Kadhafi, et grâce auquel on a pu obtenir la fibre optique et le téléphone cellulaire pour le continent africain. Donc c'est lui qui payait les cotisations des pays africains délinquants à l'Union africaine et le projet d'une banque centrale était à l'ordre du jour. C'est le seul pays qui n'était pas endetté sur le continent. Donc il avait au moins des lettres de créance positives sur cette question-là. Ah, ça, je savais pas. Ah oui, c'est des choses super importantes. D'accord, je savais pas que c'était... Et il met l'erreur d'ouvrir au nom de la fin de sa lutte pro-terroriste, etc., de s'ouvrir ses capitaux aux capitaux étrangers. C'est comme ça, en fait, qu'il commence à financer les campagnes, notamment en France, etc. Et donc, c'est comme ça qu'il s'acoquine avec ses propres ennemis et qu'il prête le flanc, justement, à ce qu'il soit détruit. Alors, si tu veux faire des commentaires, n'oublie pas le micro, parce que sinon les gens n'entendent pas tes commentaires. Et je crois que la personne tout à l'heure expliquait effectivement que, sans être complotiste, c'est cette menace qui est prise très au sérieux par l'Africom qui attaque en 2011 avec l'aide de la France le régime de Kadhafi qui arme ses opposants et qui provoque cette boîte de Pandore extraordinaire de so-called djihadistes comme on dit qui vont se répandre et s'occuper de toute la zone du Sahel. Mais en faisant cela, voici un pays qui était
quasiment développé sur certaines de ses portions, qui avait maîtrisé son eau en plein désert, qui avait des Africains qui y habitaient. Bon, on peut questionner le modèle de la Jamaïra, on peut longuement expliquer. Je pense que les despotes éclairés, il y en a eu dans la plupart des sociétés, mais il a dû faire aussi beaucoup de choses, comme il a fait beaucoup d'erreurs. Mais toujours est-il qu'au niveau du panafricanisme, il a été perçu comme un danger imminent et il a été neutralisé comme tel. Et donc, à ce moment, il rejoint la plupart des panafricanistes martyrs, dont nous avons malheureusement, je crois, une légion. Et il est reconnu comme tel malgré ses erreurs, comme étant un des agents les plus importants de la transformation à partir de CIRT, de l'Organisation de l'Unité africaine. Oui, vous avez absolument raison, c'est comme ça qu'il doit être perçu. Trop peu de gens encore comprennent ce qui s'est passé avec l'affaire de Libye. Hein. Mais l'affaire de Libye a été quelque chose de fondamental et effectivement, je crois que c'est pas être complotiste que de dire que le règlement de Kadhafi est totalement lié aux intérêts français. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des affaires judiciaires qui ont cours actuellement, qui, si elles étaient menées à fond, mettraient ça à jour, justement. Hein, mettraient ça au jour. Ouais, non, j'allais juste dire qu'en France, en fait, je pense dans l'Occident, on accentue beaucoup sur le côté excentrique du personnage. Pour masquer, alors on n'est pas du tout en train de faire l'éloge de Kadhafi, mais pour masquer en fait des perspectives qui étaient réellement panafricaines. Ouais. Et puis l'histoire de la campagne électorale de Sarkozy, c'est quelque chose qui ne fait pas un pli, qui est admis par tout le monde, je veux dire. Hein, et avec entre autres, je crois, une histoire de fonds qui avait été placé en France, de fonds de Kadhafi qui avaient été placés en France. Et du coup, ça permet allègrement de mettre la main dessus. Et, enfin voilà. Alors, pour en revenir à l'Afrique, en quoi les expériences passées de panafricanisme vous inspirent ? Puisque il y a eu différentes. Évidemment, on a parlé de Sankara, bien sûr. Il y en a eu d'autres auparavant. Il y a eu Nkrumah, il y a eu etc. Et Patrice Lumumba. Enfin, un certain nombre de leaders ont mis en avant des idées panafricaines. Et en quoi l'expérience passée peut nous inspirer aujourd'hui. Des erreurs ont été faites forcément, évidemment, hein, des erreurs, enfin des tâtonnements, parce qu'on tâtonne toujours lorsqu'on veut aller vers des formes d'union. Et est-ce que de ce point de vue, il y a une sorte d'aggiornamento qui a été fait, ou est-ce que on a un petit peu médité des erreurs, alors Kadhafi, on en parle par exemple, hein, il y en a eu d'autres. Alors, il faudrait juste que... Je parle des nouvelles générations de panafricains, de panafricains. Hein. Oui. Et, panafricanistes, pardon. Juste de bien tenir le micro. Et c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça, mais vous dites que le Burkina Faso, c'est sûrement la dernière expérience révolutionnaire, parce que c'est l'une des révolutions qui a essayé de changer le mode de production. Oui, alors justement, et ça complète un peu ce que j'explique. Donc, il y a ce qu'on peut appeler les ancêtres de l'avenir, c'est-à-dire des chefs dont la prégnance et l'aura et ce qu'ils ont essayé de faire malgré des laps de temps très courts ont marqué, hein, donc autant dans les diasporas que sur le continent lui-même. Donc que ce soit C.L.R. James ou Dubois, Marcus Garvey, etc. Mais sur le terrain, Nkrumah, Lumumba, surtout Lumumba, parce que Lumumba touche à ce qui est le plus dangereux, c'est-à-dire le dispositif impérial. Et là, Dakamasque Jolt, qui est le secrétaire général de l'ONU, se fait assassiner au Congo. Et à ce moment-là, je crois que les panafricains comprennent que leur modèle n'est plus du tout compatible avec l'ordre du monde et qu'ils vont se retrouver dans les marges. Et nous retrouvons fragmenté. Le groupe de Casablanca, qui est soutenu par le roi du Maroc de l'époque, est un groupe, au fond, anti-impérialiste sur les lignes de Bandung. Et lorsqu'arrive l'événement de 1956 de l'affaire de Suez, lorsque Nasser prend parti pour les mouvements de libération, on voit clairement la césure. Donc pour nous, toutes les expériences qui vont suivre jusqu'à la chute de l'apartheid. Donc là, on parle des libérations des Guinées portugaises, de l'Angola, du Mozambique, la lutte du peuple algérien, la lutte du peuple congolais, les maquis au Cameroun, etc. Donc il y a vraiment plusieurs éléments qui montrent qu'il y a quand même une sorte de banque de données dans laquelle on peut s'abreuver pour apprendre. Et lorsqu'arrive la révolution du Burkina, c'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, tous les pays sont déjà endettés et vont accepter les desiderata de la banque, donc le désengagement, les ajustements structurels. Et voici un tout petit pays enclavé qui a fait le bonheur du fameux miracle ivoirien qui dit non, on ne va pas payer la dette et on ne va surtout pas aller vers l'ajustement, on va faire exactement le contraire.
on va donner le pouvoir aux paysans, aux femmes, on va compter sur nos propres forces, faire nous-mêmes le chemin de fer, atteindre l'autosuffisance alimentaire, vacciner nos populations, éduquer nos trucs et surtout être solidaire des peuples du monde, la Palestine, le Nicaragua, la lutte contre l'apartheid. Donc du coup, c'est extraordinaire, alors que le monde est en train d'aller dans l'autre direction. Et là, on est en 87, la fameuse année où il y a Cuito Cuanavale. On arrête net ce changement des systèmes de production au Burkina Faso et c'est la fin brutale de l'expérience révolutionnaire. Mais elle va enfanter, en fait, puisque nous allons continuer ce travail, elle va enfanter, je crois, une sorte de maturation à partir des ancêtres des avenirs, mais aussi des expériences. La déclaration d'Arusha, l'expérience tanzanienne, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, pourquoi l'Égypte n'a pas réussi. Donc, toutes ces petites expériences mises bout à bout, entre ce qu'on peut faire et ne pas faire, vont aujourd'hui se conjuguer sur que faire au XXIe siècle, parce que le paramètre a changé. C'est sûr que le socialisme n'a pas bonne presse, parce qu'en fait, le problème du socialisme, c'est que le socialisme demande une intégrité, le sacrifice, le travail, la redistribution, des choses qui sont complètement en contradiction avec la situation du modèle aliénation où les faibles ne sont pas intéressants, où le modèle dominant, voilà, où c'est le consumérisme, être riche, etc. Donc on est en deux systèmes, l'un qui a l'air austère, l'autre qui a l'air frivole et joyeux, alors que dans les faits, et c'est pour ça que nous disons, attention, un socialisme africain, il peut être basé sur une conception africaine qui est déjà différente au niveau de la psyché et de la culture. Nous sommes optimistes de nature parce qu'en réalité, nous n'avons pas peur du lendemain. Notre conception, notre vision du monde est très différente. Et de plus, la minorité qui détient les rapports de production, eh bien, elle est devant une majorité qui n'a pas l'aisance. Donc, les éléments de changer au niveau des masses laborieuses, ce changement est tout à fait à l'ordre du jour. Donc, il est faux de croire qu'il n'y a pas d'horizon dans les sociétés du Sud et a fortiori en Afrique où il y a 1 milliard de jeunes pratiquement prêts à changer. Donc, les infléchir, leur faire prendre conscience au niveau de l'éducation et surtout de la science que ce n'est pas par le culturalisme et les croyances qu'il faut aller, mais au contraire vers l'internationalisme et la science pour bâtir un nouveau type de socialisme. C'est tout à fait possible. Maintenant, on peut lui donner un autre nom, mais ce projet de redistribuer les chances sociales, d'être en harmonie avec l'environnement, de rétablir les rapports hommes-femmes, tout ça est à notre portée. Mais justement, pour le truc du socialisme, je sais que dans votre intervention, vous disiez que vous êtes internationaliste, mais quand même, vous vouliez dépasser le strict cadre prolétarien, c'est ça? Qu'est-ce que ça signifierait? C'est parce que je pense que le prolétariat aujourd'hui lui-même est en train de changer. Donc, dans les sociétés qui les ont sécrétées, vous avez des sociétés de services. Nous avions plus de paysans que d'ouvriers. Il y a d'autres forces laborieuses qu'il faut associer. Et je pense que l'internationalisme lui-même, c'est pour ça que j'amène le concept de transinternationalisme, c'est qu'au niveau des internationalismes eux-mêmes, il faut une réflexion sur le dépassement. Au niveau du non-alignement aussi, il faut se rendre compte que non, on a besoin d'un alignement clair contre pour un alignement contre l'anti-impérialisme, très clair. Il n'y a pas chercher à midi à 14h. On n'est pas en train d'être dire on est antiraciste ou on est raciste. On est anti-impérialiste ou on est impérialiste. Donc il y a un alignement à avoir. Ces éléments d'une autre époque de la guerre froide sont révolus. Il faut aujourd'hui prendre position sur la question du climat, sur la question de la justice sociale, sur la question de l'impunité, sur le type de développement. Oui, il faut prendre position. Et je crois que c'est ça. L'humanité est confrontée devant ce que moi j'appelle socialisme nouveau, à visage humain, ou barbarie. Barbarie qui est effectivement la géopolitique du chaos, les guerres, aller vers les situations d'impasse dans lesquelles malheureusement veulent nous enfermer les tenants du monde d'aujourd'hui. Oui, justement, mais d'ailleurs même les pays dits non alignés, eux-mêmes s'étaient bien rendus compte qu'en réalité, il fallait s'aligner. Alors, pas forcément s'aligner sur une grande puissance, mais s'aligner sur un sur un nouveau modèle de développement, un nouveau type de développement, et en tout cas prendre position très très rapidement. Et ce que Ben Barka justement a fait, c'était le sens de la... Comment tu tiens ton micro, Youssef? Faut que tu le, s'il te plaît, parce qu'après il y a le son en fait. Il y a le son? Merci. D'accord. C'était un petit peu le sens de la tricontinentale justement, hein.
C'était absolument. C'est pour ça que pour moi, Ben Barka, et j'essaie de continuer ce travail, je pense que Ben Barka a ouvert une voie extraordinaire qui est méconnue des jeunes et qu'il faut redécouvrir. Et c'est une honte d'ailleurs que cette question du procès Ben Barka et de l'affaire Ben Barka en France ne soit pas réglée une bonne fois pour toutes. Et là, je salue le courage de sa famille et de ceux qui continuent jusqu'à aujourd'hui de vouloir faire. Absolument. C'est quelque chose de fondamental pour l'Afrique. Il y a pas longtemps, on a vu le départ de l'armée française du Mali. Il me semble qu'il a annoncé la fin de la mission Berkane, c'est ça ? Est-ce que pour vous, et on a vu qu'il y a aussi l'Allemagne qui a dû partir et tout. Oui, mais en précisant que c'était pas la fin de la présence française. Voilà. Mais est-ce que quand même, on a vu aussi les contestations qu'il y a eu au Mali par rapport à ça. Est-ce que quand même pour vous, je sais que vous êtes très optimiste sur ça. Est-ce que c'est les signes d'un changement sur le continent africain, notamment avec, comme vous dites, une jeunesse qui prend en compte ces questions-là ? Je ne suis pas optimiste au niveau géopolitique. D'ailleurs, je le montre bien dans mon film Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique. Ce film explique en fait, à partir de la base de Stuttgart, comment les Américains ont déployé une politique de contrôle suivie un peu comme Mal Alpha par la France et les autres. La France a joué, elle a perdu, elle va continuer de jouer. Elle a perdu dans la mesure où elle a fait des calculs qui ont été reconnus et maintenant sont connus et qui ont été vomis par les populations et par une junte qui a pris le pouvoir en porte-à-faux avec les politiques françaises. Donc elle se retire du Mali. Le problème, c'est que arrivent par la porte de derrière les Russes ou en tout cas des forces associées à des miliciens russes qui viennent sur un terrain déjà labouré parce que le Mali, Wagner, les groupes Wagner, etc. Mais la Russie, c'est un pays qui a déjà eu à avoir donc des relations de la guerre froide avec ces pays-là. Donc il y a des gens qui ont été formés en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, en Russie, etc. Donc c'est pas une nouveauté. Par contre, la nouveauté, c'est que vu la situation en Ukraine, vu la polarisation qu'amène ce conflit, qui est une guerre par proxy qui se fait, c'est clair que la présence russe est problématique. Et dans le film, je montrais que en France, déjà, la situation centrafricaine avait déjà été instrumentalisée. Donc l'Afrique du Sud, pour le rappeler, était à ce moment choisie par les Centrafricains pour surveiller la République centrafricaine, qui est un pays qui, depuis l'époque de Boganda, voulait faire le panafricanisme. Et les Français arrivent à renverser Bozizé et à réinstaurer un système. Et c'est contre ce système que Touadéra et les autres appellent les Russes. Et c'est cette expérience russe qui commence à faire des émules et les gens se disent mais bon, finalement, si ça a marché là, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Après tout, ce serait un élément de souveraineté. Alors pour nous qui sommes panafricains, comme je dis, nous sommes contre toutes ces bases étrangères, qu'elles soient turques, israéliennes, américaines ou russes. Nous voulons évidemment qu'il y ait des forces africaines et surtout une armée continentale. C'est un rêve qui peut paraître fou, mais c'est ça la solution. C'est un élément de souveraineté. Mais entre-temps, les éléments géostratégiques peuvent nous amener aussi à nous allier à d'autres forces que ces forces-là qui sont là. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la France est en train de se recomposer. Donc elle a recomposé son dispositif, les États-Unis aussi. Ils ont des bases panoptiques, que ce soit au Sénégal ou à Djibouti ou ailleurs, et ils ne vont pas partir. Ils vont essayer de miniaturiser, de faire par des pouvoirs locaux et par des relais locaux. C'est tout ça qu'il faut bien sûr surveiller. Et justement, moi, c'est ce que je vous ai commencé à vous poser avant l'émission. C'est la situation en Ukraine, la guerre en Ukraine, mais pour deux plans. L'impact que ça a du point de vue économique, et on le sait aussi surtout alimentaire avec, on ne cesse de le répéter, un risque de crise alimentaire dans le continent, mais aussi est-ce que ça ouvrirait pas des perspectives pour les pays africains dans le sens où maintenant j'ai l'impression qu'il y a une redistribution des cartes avec des nouveaux acteurs sur le champ international et que un peu comme dans l'époque de la guerre froide et tout, des pays du Sud peuvent essayer de tirer leur épingle du jeu en jouant notamment sur les concurrences et donc avoir un peu un moyen de pression. Et donc par exemple il y a de plus en plus un discours autour de « Ah mais la Chine est devenue aussi impérialiste, la Chine colonise l'Afrique et tout », mais j'ai l'impression que aussi ça donne des perspectives pour les pays africains dans le sens où ils peuvent jouer sur le pouvoir chinois pour mettre la pression sur le pouvoir occidental. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, vous avez 3 ordres de questions, elles sont toutes très, très importantes. Excusez-moi. Non, mais c'est vraiment important. Je crois que c'est la réalité dans laquelle nous sommes malheureusement empêtrés. Le conflit russo-ukrainien, pour moi, est aussi, pour vous regarder, quand j'analyse, je regarde toujours un peu dans la durée. Peu de gens savent que la Russie, lorsqu'elle se retire du premier conflit mondial, est assiégée et attaquée
par une vingtaine de pays occidentaux. Ça, il faut jamais l'oublier. Occidentaux et y compris le Japon. Même, voilà, et donc principalement même le Japon, tous les alliés. Sur la côte Pacifique. Ouais. C'est ça. Et donc on l'attaque à ce moment-là pour empêcher évidemment l'avènement du socialisme parce que tous ces États-là sont apeurés. Cette Russie soviétique est très différente de la Russie aujourd'hui, beaucoup plus liée par des oligarques, des formes de bourgeoisie, etc. Mais qui, évidemment, a un problème et un contentieux avec l'Ukraine depuis les 8 dernières années sur les 2 États litigieux dissidents. Donc c'est un problème intérieur qui aurait dû être réglé à l'amiable en ces pays-là, qui allait aller vers la belligérance, parce que en fait, l'Ukraine a été soutenue par les forces de l'OTAN qui sont revenues sur leur promesse de se démanteler alors que le pacte de Varsovie se démantelait. Donc c'est une histoire qui n'est pas bonne à raconter, surtout en Occident, puisqu'il y a un a priori sur le soutien à l'Ukraine. Absolument. Nous avons une position très différente, ce qui explique que beaucoup de pays africains se sont abstenus sur cette question-là, sachant très bien ce qui se passe à cette échelle. Et pas qu'africains d'ailleurs. Et pas qu'africains, en général. Bien sûr. Oui. Et donc arrive la question de la Chine. Et je crois que ce que les jeunes doivent comprendre, et qui vont peut-être parler Chinglish dans pas longtemps, c'est que la Chine, effectivement, est le pays qui a rattrapé son retard, qui est un retard ancien. Quand Marco Polo arrive en Chine et qu'il voit ce qui semble être des fleuves qui ceinturent des villes, il ne comprend pas. Mais en fait, c'est des canaux, parce que lui, il connaît Venise, on le dit, non, c'est des hommes qui ont fait ça. La Chine était déjà en avance sur l'Europe. L'Europe s'est mise ensemble pour contenir la Chine. Oui, c'est ce et donc, quand la Chine arrive et qu'elle rattrape ce retard par la révolution, par le fait qu'elle a battu les Japonais et qu'elle arrive à instaurer un modèle petit à petit par le développement autocentré, justement, eh bien, justement, cette Chine a réussi en s'ouvrant au marché mondial, non seulement de dévancer sur les règles du jeu, mais le socialisme de marché provoque un séisme dans le capitalisme. Et donc, en Afrique, la présence chinoise, infrastructure contre la rapacité de leurs matières premières, inquiète forcément les Occidentaux, quand on parlait tout à l'heure, la France en premier. Donc, ici, le rival, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Et donc, la question, c'est comment les Africains vont maintenant transiger. Est-ce que c'est des pouvoirs compradors qui transigent contre ces firmes multinationales et contre ces États et leur politique bilatérale, ou bien est-ce que c'est une société et un peuple africain uni qui peut regarder ces politiques extérieures? Nous, c'est ce que nous voulons. À ce moment, nous avons notre rapport avec la Chine, comme nous en aurions avec l'Inde, avec le Brésil, etc. C'est ça que nous voulons. Or, pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, la Chine a une base à Djibouti comme les autres. Alors, quand je faisais mon chim, il y avait seulement les Japonais. Là, les Chinois sont arrivés. Entre-temps, vous avez les Turcs, vous avez les Israéliens. Donc, tout le monde est en Afrique. C'est ce qu'on appelle le scramble prise 2. Scramble qui est la ruée vers l'Afrique. Parce que cet ordre mondial veut l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources. Et ça, évidemment, nous sommes contre. Que vous soyez chinois, russe ou français, nous sommes contre. Nous sommes des gens qui respectent la souveraineté. Mais le problème, c'est que notre premier obstacle, ce sont nos élites qui, au nom de quelques devises et quelques menus éléments sur les redevances, sur les mines, vous savez, on n'a même pas 4 à 7% sur nos redevances. Comment vous voulez construire des routes? Comment vous voulez construire des infrastructures, faire un système universitaire, des hôpitaux avec si peu? Nous devons réagir et ouvrir la marge de manœuvre de l'État. Et la Chine le sait. La Chine, dans le film que je vous parlais, Samir Amin, dit si les Chinois s'ouvrent au niveau de leur banque centrale au capital étranger, c'est fini. La Chine disparaît. Elle est émiettée. Or, aujourd'hui, le levier que l'Occident a sur la Chine, c'est principalement les Ouïghours, le Tibet, Taïwan et Hong Kong. C'est les seuls leviers qu'elle peut jouer géopolitiquement ou aller faire des guerres par proxy au niveau de l'Afrique ou ailleurs. C'est pour ça que la géopolitique du chaos, pour moi, est extrêmement dangereuse. Et nous avons un discours très clair avec les Chinois. Moi, par exemple, je m'occupe d'un centre, dans l'une des figures, c'est Norman Bethune. Personne ne connaît Norman Bethune. Voici un des gars extraordinaires. Youssef le connaît. Oui, voilà. C'est pour nous, Bethune est une des figures importantes vraiment du XXe siècle. Il est allé en guerre d'Espagne, il est allé ensuite en Chine. C'est un militant internationaliste. Vraiment un grand internationaliste qui est, après Mao, révéré en Chine. Voilà, c'est vraiment une des grandes figures. Donc, il va se couper le doigt en opérant une des milliers de personnes qu'il va essayer de sauver, et là, il meurt de septicémie. Et c'est la figure même, une sorte de Che Guevara avant l'heure de l'internationalisme. Vous pouvez répéter son nom? Norman Bethune. Norman Bethune. D'accord. Et d'ailleurs, dans les années 70, en France, on en parlait pas mal, parce qu'il avait été repris comme héros révolutionnaire par un certain nombre d'organisations maoïstes. Hein. Et oui, Norman Bethune, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire, et donc un médecin.
Je vous ai coupé, excusez-moi. Non, c'était vrai, mon délire verbal est terminé. Non, mais c'était très très intéressant de voir la guerre en Ukraine sous l'optique du tiers-monde et entre autres de l'Afrique. Et on voit que ça se passe pas du tout comme on pourrait penser. Alors, c'est ça, c'est que, moi j'ai l'impression que tous les gens disent... la Russie s'est isolée et le monde soutient la Russie. Et en fait, quand ils parlent du monde, c'est vraiment l'Occident. Et on voit que c'est plus mesuré dans les pays du Sud. Non pas tant parce qu'ils aimeraient la Russie ou quoi, mais parce que je pense qu'il y a aussi une question, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais aussi d'hypocrisie. Quand on voit que des pouvoirs occidentaux comme les États-Unis, comme la France et tout, viennent nous dire que là, c'est la liberté contre la dictature et qu'il faut à tout prix sauver l'Ukraine pour sauver la liberté, alors que de l'autre côté, ces mêmes pays qui prétendent défendre la liberté et qui voudraient qu'on respecte la souveraineté de l'Ukraine commettent des actes et des opérations militaires dans les pays du Sud. Je ne sais pas si ça peut jouer ou pas pour les pays africains. Oui, en fait, c'est un des grands dangers. Vous savez, en tout cas, les seuls pays sur le continent qui avaient une capacité nucléaire, l'Afrique du Sud y a renoncé. Donc nous sommes actuellement soumis à une sorte de chantage entre ceux qui possèdent cette arme et qui jouent. D'ailleurs, ce qui se passe autour de cette centrale nucléaire montre effectivement le chantage auquel ces forces-là jouent. Donc si aujourd'hui un missile frappait cette centrale, imaginez la déflagration et la situation qui pourrait en découler. Donc je crois que, en tout cas, une raison gardée et un pacifisme, et revoir les rapports d'un dialogue encore possible sont à notre portée. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est très intéressant que lorsque les Africains sont allés de façon bien intéressée en pensant à leurs céréales, etc., en disant, les gars, arrêtez de déconner, arrêtez de vous taper dessus, il y avait quand même un bon sens là-dessus. Parce qu'on voit que cette guerre pourrait effectivement s'estomper et on passe à d'autres choses. Mais trop d'intérêt, puisque comme je dis, c'est des guerres par proxy. Ça a revigoré l'OTAN. On n'a pas envie que cette guerre s'arrête. Voilà, et ça a revigoré l'OTAN, ça a redonné un aplomb, une cristallisation du projet européen de façon inespérée. C'est une possibilité pour Washington de reprendre l'élan, etc., de faire l'affaiblissement de la Russie. Parce que quand même, c'est paradoxal de voir qu'on va bientôt être à 1 an du conflit et que la Russie n'a toujours pas gagné cette guerre qu'elle aurait dû gagner en quelques mois. Donc on voit bien que les prétentions de ce pays, ou en tout cas, peut-être qu'il a aussi lui-même un autre agenda sur la durée. On sait que les Russes savent se battre sur la durée, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont montré. Il y a peut-être autre chose qui n'est pas que Poutine et son agenda. Il y a peut-être un autre agenda que les Russes ont parce qu'ils ont vu que la déception, parce que dans leur rêve le plus fou, ils rentrent dans l'OTAN. Bon, c'est le rêve de Yeltsin et des enfants de Yeltsin. C'était la proposition. Voilà, c'était la proposition. Et pas voilà. d'Yeltsin, d'ailleurs, et, je pense que... et Roland Dumas est là en France pour dire ce qui s'est vraiment passé. Mais visiblement, c'est cette forme d'ingratitude, d'hypocrisie dont vous parlez qui aujourd'hui est remise sur... la situation. Mais n'oublions pas ce qui s'est passé en Yougoslavie, donc l'implosion d'un truc, une guerre quand même rapide et à toutes sortes de dimensions. Ces choses-là peuvent arriver de nouveau. Oui, il n'est pas impossible que l'Occident joue aussi l'éclatement de la Fédération de Russie. Hein. Je veux dire, on ne voit pas pourquoi ils ne le feraient pas. Ils ont fait éclater la Yougoslavie, ils ont fait éclater tous les États qu'ils pouvaient. Ils ont fait éclater le Moyen-Orient, ils ont fait éclater... On ne voit pas pourquoi la Fédération de Russie, avec ses énormes ressources naturelles en plus, hein, production d'or, etc. Hein, voilà. Mais je pense qu'il y a aussi derrière la question en fait, d'affaiblir la Russie, il y a aussi la question d'un autre ennemi qui est la Chine. Oui, c'est ce que notre ami disait la Russie tout à l'heure, absolument. Là, il est évident que l'objectif final, l'agenda, c'est d'abord la Chine. Mais les Européens ont toujours voulu prendre la Russie. Je veux dire, bien sûr. Des Tatars à Napoléon, à Hitler, absolument. Ils ont toujours voulu prendre la Russie. Pour eux, c'est indécent qu'un pays des Slaves... N'oubliez pas, la conception pour eux, ce sont les anciens esclaves. C'est là que vient le mot. Absolument. Comment ces gens ont tant de richesses et un territoire si grand que le soleil se lève et se couche à l'autre bout du pays. Donc c'est indécent. L'Europe qui va jusqu'au Pacifique. L'Europe, c'est quoi? C'est la taille du Soudan. On ne déconne pas, les gars. Les cartes que vous utilisez sont des fausses cartes. Moi, dans mes cours, je commence mon cours. Projection de Peters. Oui, la projection de Peters pour refaire un cours de géographie pour montrer les dimensions réelles de cette planète dans laquelle nous vivons. Oui, non, mais tu as tout à fait raison de dire... qu'effectivement la Russie a toujours été un objectif. Je pensais aux chevaliers teutoniques, aux croisades. Il faut pas oublier que les Slaves étaient l'objet de croisades exactement comme les croisades en Orient. On l'oublie toujours, hein, mais il n'y a pas eu que les croisades en Orient. Il y avait les croisades en Espagne, là, bien évidemment, contre les musulmans d'Espagne, mais aussi contre les Slaves. Et c'était des croisades extrêmement importantes. Et Charlemagne déjà en a massacré copieusement. Enfin voilà.
Et ce qu'il faut dire, bien sûr, ensuite on a eu tous les grands prédateurs, Napoléon ou autres, mais ce qu'il faut dire également, c'est que aujourd'hui l'Afrique, alors voilà, l'Afrique dans le nouveau dispositif mondial va devoir, enfin l'Afrique elle-même voudrait s'insérer dans un nouveau dispositif mondial. Donc un monde revu, parce que c'est vrai, il y a une chose au moins qui est vraie, c'est que l'Occident est censé être l'ancien monde, le vieux monde. Je ne vois pas comment on pourrait aujourd'hui. L'Occident fait partie du problème, fait pas partie de la réponse aujourd'hui, hein. Il fait partie du problème. Et s'imaginer un monde futur avec les mêmes relations, avec le même Occident, hein, l'Occident, s'il n'est pas bouleversé d'une façon ou d'une autre, va amener le bouleversement du monde, mais dans un sens négatif. Donc le problème, il n'est pas uniquement de faire la révolution en Occident, il est de dire que l'Occident est devenu, enfin, même a toujours été, cet ensemble prédateur aujourd'hui qu'il est. Et aujourd'hui, la situation s'aggrave, on le voit avec la guerre en Russie, c'est à mon avis, et c'est un des épiphénomènes de cet Occident prédateur qui n'en finit pas de mourir, parce qu'il est devenu aujourd'hui, il va à l'encontre de l'humanité. Il y a une chose sur lesquelles dont j'aimerais parler, c'est la question des migrations africaines. Et d'abord, dire une chose que souvent on ne voit pas ici, on ne voit pas en Occident, c'est que la démographie africaine, l'Afrique est sous-peuplée, en vérité. Je pense que vous le savez, l'Afrique est réellement sous-peuplée. Beaucoup de gens ici pensent qu'il y a trop d'Africains. Mais en vérité, si l'Afrique, si le niveau de démographie africaine était respectée, s'il n'avait pas été bouleversé dans l'histoire par la traite, etc., l'Afrique, on considère qu'elle devrait avoir le triple d'habitants qu'elle n'a aujourd'hui. Le triple d'habitants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses se rétablissent. La transition démographique est en train de arrivera, mais quand la transition démographique arrivera, il est bien possible on le dit, hein, qu'un humain sur 4 sera peut-être africain, et c'est normal. Alors, cette espèce de normalité qu'aujourd'hui on refuse, hein, en disant il y a trop d'Africains, etc. C'est pas. Alors, évidemment, à chaque fois que des pays ont connu leur transition démographique, ça s'est traduit par des migrations massives. Et ce fut le cas de l'Europe. Quand l'Europe connaît sa transition démographique, eh bien, l'Europe se répand dans le monde ensuite. Elle se répand dans le monde, c'est la colonisation entre autres. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, les migrations de jeunes Africains... Alors, on peut avoir un regard dessus. Et on peut avoir un regard, effectivement, si l'Afrique n'était pas gênée dans ses développements, il est évident que toutes ces ressources, tous ces jeunes, etc., seraient employés en Afrique, on est bien d'accord. Mais en même temps, donc c'est vrai que l'Afrique a une population très importante qui grandit, qui s'accroît très rapidement. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une chose qui est normale. Et on ne voit pas toujours cela, hein. L'Afrique est appelée à avoir une population beaucoup plus forte encore et représenter dans le monde un poids beaucoup plus important. C'est vrai qu'il y a tout un discours, notamment pour des raisons écologiques, sur le contrôle des naissances en Afrique. Alors, c'est normal. Vous savez, le délire malthusien qui est très intéressant. Moi, je souris à toute cette histoire-là. Comme mon point de départ tout à l'heure, quand je disais, n'en déplaise, l'humanité est d'origine africaine. Donc ça, c'est le point de départ. Ben oui. Les migrations sont d'abord africaines. On a inventé les migrations. Voilà, c'est comme ça. On a toujours migré. C'est pas aujourd'hui. Comme je dis, l'Europe était africaine. Donc pour ça, c'est pour les gens qui ne comprennent pas la logique du processus d'hominisation. Ensuite, les conditions du sous-développement favorisent une démographie plus galopante, puisqu'en réalité, c'est très simple. Lorsque vous n'avez pas un système de pension de vieillesse, c'est vous faites des enfants. Parce que c'est ces enfants-là qui vous aident. Les sociétés occidentales ont connu cela. Et en même temps, c'est normal. Oui, et donc, bien sûr. comme vous l'avez si bien dit, le taux démographique, aujourd'hui, au niveau des densités, nous avons un continent sous-peuplé. Au niveau de l'aberration qu'ont constitué les génocides qui ont été perpétrés par la traite arabe et occidentale, et auxquels ont pu contribuer des leaders africains de l'époque, et en ajoutant les systèmes de colonisation et de néocolonisation, c'est sûr qu'il y a des pertes. Vous prenez dans la modernité 6 millions de morts au Congo, ils ne sont pas comptabilisés. Donc c'est clair qu'il y a un retour de boomerang et de recomposition très importante au niveau de la démographie. La semaine dernière, on nous disait qu'on était 8 milliards de personnes. Ce bébé est probablement africain. Et la question ici, évidemment, c'est que les conditions d'un développement permettent, si elles existent, de donner aux femmes, parce que si les femmes accèdent au pouvoir, si elles accèdent au champ social, leur capacité de pouvoir s'occuper d'un enfant
évidemment, est relative, elle est très différente. À ce moment-là, les familles ont une plus grande sécurité sociale. Donc, plus la sécurité sociale est grande, plus l'éducation est grande, plus évidemment, vous avez moins d'enfants. Et il est clair qu'une famille qui pouvait être à 11 ou 7 peut se retrouver à 3 ou 4 avec une certaine aisance, etc. Donc, ça, c'est pour ça que le développement est important. Mais ne pas faire une fixation sur le malthusianisme qui veut prétendre le contraire. C'est pas... le continent, d'ailleurs, l'humanité elle-même pourrait même être le double si on changeait de mode de consommation et de production. D'accord ? Mais c'est parce que ce mode n'est pas viable que la promiscuité de vos sociétés... Sur des inégalités énormes. C'est pour ça qu'il faut relativiser. Je crois que tous les géographes et les gens qui travaillent des projections de population savent très bien que ce sont ces enjeux du développement qu'il faut bien sûr régler et que nous avons déjà les réponses pour la régulation démographique de façon à respecter en même temps les cultures. Mais en même temps, il n'y a pas eu dans l'histoire de développement sans hausse très importante de la population. C'est ça aussi. Oui, c'est qu'il y a nécessité d'une maîtrise, mais dans un premier temps, tous les pays occidentaux d'ailleurs ont connu une démographie très forte. Oui, à moins d'aller vers une forme de transhumanisme où on va repousser l'âge de l'être humain et où on va avoir des composants transgéniques sur nous, etc. Où peut-être effectivement on n'aura plus besoin d'avoir des enfants, mais on n'en est pas là. Donc jusqu'à présent, c'est le projet humain et ce projet humain doit être en accord avec l'environnement, ne doit pas se constituer séparé en dominance de la nature et c'est pour ça que l'Africain, en général, a été en symbiose. C'est pour ça que nous étions des sociétés animistes. C'est que nous sommes un élément de ce vivant qui respectait le vivant. Et je crois qu'à ce niveau, les initiations, les systèmes de compréhension de qui nous sommes, l'Ubuntu, la redécouverte de la maths, donc cette déesse qui donne la question de l'intégrité, pour nous sont centrales pour la compréhension de l'africanité. Et c'est pour ça que je disais que le jour où nous aurons un système international multilatéral qui reflète la réalité du monde, qui n'est plus le modèle hégémonique sénile qui est en train de disparaître, où l'Afrique aura ses positions au niveau du Conseil de sécurité, je ne suis même pas sûr qu'il faut garder cette chose-là, mais où nos représentations au niveau hégémonique pourraient effectivement traduire la poussée et l'importance de nos sociétés, on sera dans un monde multipolaire différent. Pour l'instant, on n'y est pas. Oui. D'accord, on n'y est pas. On rêve de ça, mais on est très très loin du compte. Et comme le disait tout à l'heure, il y a tous ces jeunes qui sont nés dans les sociétés, qui sont dans cette situation de cosmopolite. Voilà, ils sont nés ici, ils ne connaissent pas l'Afrique, ils ont un sentiment par fantasme, panafricanisme de fantasme, etc. Tous ces gens doivent étudier, doivent comprendre ces enjeux-là et doivent s'engager. Mais en évitant par contre les dédales, les pièges que les modèles suprémacistes et populistes leur tiennent. Justement, j'allais le dire, quel serait votre contre-discours au discours de Macron Macron a la prétention de s'adresser aux jeunes. Il a déclaré au sommet de la francophonie que effectivement l'immense majorité des Africains n'ont pas connu la colonisation et que d'ailleurs lui non plus, et que donc alors quel serait le contre-discours qu'on pourrait opposer à ce discours de Macron qui voudrait que ces jeunes émergent dans la situation d'aujourd'hui mais coupés des racines parce que bien évidemment la question n'est pas d'idolâtrer les guerres la colonisation, enfin les guerres anticoloniales, mais c'est surtout de s'inspirer de ce qui s'est passé, de connaître son histoire. Et Macron, on le voit bien, aimerait une jeunesse africaine qui serait complètement coupée de son histoire, de ses acquis historiques et de l'exemplarité de ses ancêtres combattants. Alors, quel serait un contre-discours je pense qu'en fait, adressé aux jeunes ? C'est un peu même plus subtil. Je pense qu'il est encore plus futé que ça. Je pense qu'il veut... c'est pas qu'il veut les couper de leur histoire, c'est qu'il veut décomplexer cette histoire en disant bon, ça a eu lieu, on est désolé, ça a eu lieu, on peut faire maintenant autre chose, on va pas s'apitoyer, etc. De son histoire, voilà. de l'apport positif de l'histoire. Voilà, et donc c'est très subtil parce que c'est une nouvelle démarche marketing, de communication. Dans les faits, pour nous autres, comprendre son histoire, un peu comme un arbre, comprendre que les fruits que vous avez sont issus de ses racines, du terreau dans lequel ils poussent, de l'environnement dans lequel... Donc, si vous prenez ça de façon holistique, vous allez vous abreuver aux différentes connaissances. Et ces connaissances, elles peuvent venir d'Asie, d'Orient, de partout, en autant qu'elles vous permettent de vous épanouir et vous libérer. Il n'y a pas une fixation sur le fait que je ne vais lire que Cheikh Anta Diop ou Amilcar Cabral. Nous lisons les humanités de gens qui nous ont ouvert les ponts. Tous ces gens font partie d'un système, et parmi ces systèmes, il y a beaucoup de Français. Donc, il n'y a pas un monopole
rôle qu'il aurait, parce qu'il fait sélectivement ce tri. Nous disons non, au contraire, il y a des humanités plus vastes, mais nous, en tout cas dans notre cas, nous avons choisi les humanités progressistes, celles qui sont pour la justice sociale, pour le respect de l'écosystème, pour le respect des rapports hommes-femmes, etc. Donc nous avons d'autres valeurs et nous croyons que ces valeurs sont positives. Si les Africains se rendent compte de cela, s'ils redécouvrent leur africanité, ce qui est tout un combat, parce que les Africains d'aujourd'hui sont eux-mêmes amnésiques pour savoir c'est quoi leur africanité. Vous demandez en Afrique, qu'est-ce qui fait que tu es africain? Et c'est une grande difficulté de comprendre. Lorsque nous aurons des équivalents homéomorphes, donc Panicard invente ce mot pour dire l'équivalent des droits humains chez les sociétés qui n'ont pas participé à la rédaction de Humphrey des droits de l'homme, okay? Est-ce qu'on peut aller chercher leur conception pour créer une nouvelle œcumène? Ce n'est pas de ça que parle Macron. Nous, c'est de ça que nous parlons. Nous avons ce respect-là en disant les Indiens d'Amérique avaient des connaissances. La Pachamama, il y a des choses à aller chercher. Il y a des connaissances dans les cultures occidentales et des connaissances orientales dont nous pouvons nous abreuver pour créer une universalité dans laquelle l'Afrique a sa place. Et nous montrons la généalogie de ces savoirs, comment les religions ont été inventées à partir de l'Égypte pharaonique, comment le savoir scientifique y est né et comment l'Occident est venu s'abreuver à cela. Donc, si on est dans cette démarche, moi, je pense que oui, on pourrait avoir un dialogue. Mais pour l'instant, nous avons un monologue dont Macron est une des illustrations. Ça me fait penser un peu au terme de pluriversalisme inventé par des penseurs décoloniaux sud-américains, notamment pour s'opposer à l'idée de l'universalisme, non pas dans l'idée d'universalisme d'une manière abstraite, mais dans la manière dont ça a été appliqué concrètement et ce que ça signifie actuellement. Alors la question de Damo, je pense que... Oui, non, qu'est-ce qu'il pense du traitement des Premières Nations au Canada? Je ne sais pas si... Pour nous, c'est la question fondamentale. Donc les Premières Nations, aujourd'hui, les groupes progressistes vont dire, par exemple, Montréal est une ville qui n'a pas été cédée par ces Premières Nations. On sait comment le modèle anglo-saxon s'est mis. On rappelle aussi que nous avons les rebelles patriotes. Les rebelles patriotes qui sont peut-être ceux qui ont connu ici le Parti communiste français, imprimé à l'époque les aventures de Blake le Rock. Ah oui. Alors moi, j'ai lu ça et donc c'est pour ça que je suis allé au Canada faire mes humanités. Quand j'arrive au Canada, en fait, personne ne connaît Blake le Rock parce que c'était censuré. Et Blake le Rock, il était ami des Amérindiens et en fait, ce sont les rebelles patriotes. C'est pour ça que j'ai fait mon autre film qui s'appelle René Lévesque, rebelle patriote internationaliste, qui raconte en fait comment ces gens ont voulu créer la République et rompre avec, évidemment, la perfide Albion, avec l'Angleterre, et créer autre chose que le modèle anglo-saxon des Dominions, qui va faire l'Australie, le Canada, etc. Et ces rebelles, qui sont des Francs-Canadiens, étaient en lien avec ces Amérindiens. Je crois que William Penn aussi, aux États-Unis. Voilà. Et donc, c'est fantastique. Donc, ces Amérindiens sont les Premières Nations jusqu'aujourd'hui. Il y a une avancée, il y a des réconciliations. La semaine dernière, il y a 2 semaines, un juge a reconnu des droits à des femmes mohawks qui revendiquaient les droits ancestraux sur les sépultures dans des terrains convoités par la spéculation montréalaise. Il y a une sorte d'hypocrisie du modèle canadien, qui est évidemment toujours sous la reine, qui utilise le mot. Le mot Canada est un mot amérindien, comme bien des mots. Ouais. Mais les Hurons, les Mohawks, les Atikamekw, les Hurons-Onjat, les Inuits, tous ces peuples-là, aujourd'hui, retrouvent petit à petit de l'avancée, mais en même temps ont été décimés, ont été acculturés, ont été littéralement laissés en pâture. Donc vous voyez beaucoup qui sont aujourd'hui dans l'alcool, dans la promiscuité difficile des villes. Les aborigènes, voilà, des épaves, oui, un peu comme tous ces peuples-là, mais en même temps vous avez aussi... C'est à Panama aussi. Voilà, vous avez en même temps un sursaut très grand qui montre que ces peuples-là ont lutté. C'est pour ça que la lutte d'Haïti existe, parce que ces peuples-là ont été avec les Taïnous les premiers peuples. Vous avez toute la dans les Guyanes, j'ai vu ça aussi dans les Guyanes. Dans les Guyanes, partout. Voilà. Entre les Simalones, enfin les Noirs marrons, les esclaves. Voilà, donc c'est important, et vraiment. Et puis les Indiens d'Amazonie aussi, qui avaient constitué des sortes de petites républiques dans la forêt comme ça. Donc sans tomber dans l'atavisme, etc., il faut vraiment voir que ces peuples-là essaient de survivre dans un rouleau compresseur extrêmement puissant, mais qui se réveille et que le peu qui reste aujourd'hui a trouvé de grandes sympathies et de courants sur l'écologie, sur la condition des Premières Nations, aussi dans le système multilatéral comme dans les milieux progressistes. Alors on va pas tarder à terminer, on a encore pour une petite dizaine de minutes. Est-ce que ça vous va si on aborde le cas aussi de Thomas Sankara et de savoir où ça en est? Alors voilà. C'est pour ça que je voulais terminer là-dessus aussi. Ouais.
qu'on fasse un petit peu un point sur... Bon, pour nous, c'est une grande victoire. Vous savez, après 25 ans, nous avons obtenu la condamnation en avril dernier, après quand même un deuxième coup d'État dans ce pays-là, extrêmement turbulent au niveau politique. Un coup d'État qui n'a pas empêché que le verdict soit dit. Le verdict est très clair. Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et la plupart des protagonistes ont été condamnés à des peines très lourdes, perpétuité ou plus, ou 20 ans pour les autres. Mais en même temps, nous savons que le volet international du procès... Blaise Compaoré était quand même un homme de paille. Il y a quand même des puissances derrière. Non, il est quand même lui-même à une grande capacité de nuisance. Le pouvoir qui a été renversé l'a invité, malgré le verdict, dans un simulacre de réconciliation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, en partie, le nouveau régime a renversé le régime de Damiba, qui avait osé le faire venir de Côte d'Ivoire, où il a été exfiltré par les Français et par ceux-là même qui ont... Parce que j'aimerais revenir là-dessus, je ne connais pas très bien, hein, j'avoue, les rouages un petit peu mal connus de ce coup d'État de Compaoré, mais il n'a pas agi seul quand même. Hein. Non, il n'agit pas seul. C'est une longue histoire. Il se fait soutenir par Charles Taylor, qui est exfiltré par les États-Unis vers la Libye. Et ensuite, plus tard, il va se faire soutenir par Houphouët-Boigny, par Jonas Savimbi et par la nébuleuse des firmes juniors canadiennes qui vont refaire les codes miniers, par la vente du diamant du Sierra Leone, du Libéria qu'ils vont écumer, par les forces de la France-Afrique. Donc c'est un gars qui très vite a une très grande capacité, et quand la géopolitique du chaos s'installe, l'idée du Sahélistan, c'est lui qui transige avec certaines des forces djihadistes à partir de Ouagadougou. Donc c'est un type qui très vite devient très très puissant et qui est très craint, qui a intimidé la plupart de ses opposants, assassiné la plupart, et se croyait intouchable jusqu'au moment où il veut reconstituer la Constitution pour un troisième mandat, et là il est vomi par la population. Il a déstabilisé la Côte d'Ivoire, placé là son poulain Ouattara à la place de Gbagbo, et pensait donc vraiment être le gars intouchable. Et pourtant, vous voyez, il a été renversé. Et pour nous, en tout cas, cette lutte est très longue. Nous savons la capacité de nuisance qu'il a jusqu'à présent. Donc, c'est des gens qui ne sont pas finis, même s'ils ont été acculés et blessés. Moi, je vous invite à aller voir vraiment, parce que, comme vous l'avez dit, c'est l'une des dernières expériences révolutionnaires. J'avais vu un film sur Sankara, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y en a plusieurs. Il y a la Sankara, l'homme intègre, de Robin Schulfield. Il y a l'homme intègre. Il y a le film Le fratricide de Burkina de Hai Tutu, de la France, Didier Moreau. Donc il y a vraiment beaucoup de films aujourd'hui sur Thomas Sankara, et beaucoup de livres aussi. Ouais, c'est un grand personnage et une expérience extraordinaire. Je sais que... Et Bruno Jaffré, qui est le français, qui est son biographe, qui fait un travail remarquable, qui a un site qui s'appelle thomassankara.net, où tout est compilé, qui est lui-même un biographe très prolifique sur l'œuvre de Sankara. Le site, c'est alors C'est thomassankara.com, le site de Bruno Jaffré. Et il me semble que l'année dernière, vous avez fait une intervention sur le contre-sommet France-Afrique. Vous avez fait une intervention, vous parliez de ça. Les gens, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller voir, aller sur YouTube. Il y a quelqu'un qui demandait c'était quoi l'implication de la France dans l'assassinat de Thomas Sankara. C'est l'objet du second procès, donc vous saurez bientôt. Mais en tout cas, là, ils n'ont pas déclassifié tous les documents. Il y a, comme on dit en anglais, smoking gun. Donc oui, c'est flagrant. Alors, j'aurais deux petites dernières questions. La première, il demandait, est-ce que pour vous, actuellement, est-ce qu'il y a une nation africaine qui se démarque plus que les autres en termes de projets vraiment révolutionnaires, émancipateurs actuellement ou pas ? C'est la nation panafricaine. Là. Et il y avait aussi une dernière question. Alors, elle était venue au départ, mais il m'a demandé de la poser à la fin. Il demandait, qu'est-ce que, selon vous, nous, en tant que militants habitants dans le Nord, quel est notre moyen d'agir, quel est notre moyen de participer à ce projet-là ? À l'instar de votre émission, je crois que les gens doivent essayer de sortir de la désinformation, s'informer, parce que tout est disponible. Vraiment, tout est là. Les gens doivent redécouvrir les vertus de la solidarité, redécouvrir les vertus de l'altruisme, d'une autre forme de coopération, d'un internationalisme qui pour moi est vraiment encore à l'ordre du jour du 21e siècle. Ces choses-là, nous avons cette planète à défendre, que nous partageons. Les intérêts des peuples ne s'opposent pas. Et dès que vous les découvrez, vous voyez en réalité que chacun peut apporter sa partition, qui dans la musique, qui dans les arts, qui par l'écriture, dans l'engagement, dans toutes sortes d'élans citoyens, et même sans nécessairement être pro-africain. C'est le fait déjà d'être citoyen avec des responsabilités civiques responsables, avec un éveil, comment nous éduquons nos enfants, comment nous leur donnons ces valeurs-là, qui va nous aider, en tout cas nous, à avoir un autre regard sur la question du racisme, sur la question des ressources, le coltan qui vient du Congo, qui est dans nos téléphones cellulaires, cette prise de conscience.
confiance. C'est ce genre de choses que nous attendons vraiment, au-delà évidemment de ceux qui activement veulent nous soutenir dans notre combat. Et ben voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Aziz Salman Fall. Merci, ce fut très intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi, ce petit exercice sur Twitch, c'était votre première. Si ça vous intéresse les gens, vous avez aussi un site internet? Oui, j'ai un site qui est donc de mon nom, ça fait un peu narcissique, mais c'est azizsalmanfall.com. Là, mes conférences, à peu près une quarantaine, et mes films, ainsi que les entrevues, un peu comme celle-là, sont postés, peut-être une soixantaine, ainsi que mes articles. Ouais. En fait, je ne vends pas de livres, je mets tout sur mon site. Moi, je crois au bien commun, je crois au partage donc, du savoir. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui nous demandaient de quand on le réinvite. Alors le problème, c'est que vous n'êtes pas souvent en France, il me semble. Non, je passe. Là, je repars, hélas, après-demain. Mais bon, avec grand plaisir. La prochaine fois, on viendra quand même. La prochaine fois, on aura. En France, quand même. Voilà, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et ben voilà, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Alors j'ai vu les commentaires, ils étaient très contents. Merci à tous. Merci à toi, Youssef, de m'avoir assisté. Merci à notre ami surtout de nous avoir fait l'honneur de sa présence et de sa brillante intervention. Oui, c'était vraiment cool. Sinon, si d'autres veulent, peuvent venir à la Sorbonne demain. Ah oui, voilà, vous avez donc la Sorbonne demain, vous avez une conférence. Voilà, j'ai une conférence demain à la Sorbonne. C'est où la Sorbonne? C'est vers le Panthéon, c'est ça, non? Oui. Non, c'est la vieille Sorbonne, c'est en 5e. Oui, métro Saint-Michel, non? On va vérifier. On va vérifier parce que je suis pas très bon. Le temps que vous vérifiez les informations, pour nous, les gens, on se donne rendez-vous dans la semaine pour un Twitch avec Samir. Ça sera sûrement jeudi ou vendredi, on vous tient au jus. Et samedi pour le Twitch du midi. Et comme d'habitude, le lundi. On se retrouve le lundi. On ne pouvait pas faire le lundi hier parce que Monsieur Fall ne pouvait pas. Mais on reprendra les lundis à partir de la sème prochaine. Voilà. Et donc, j'ai ici l'information. C'est bien Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il faut rentrer par le 12 place du Panthéon. Donc c'est vers le Panthéon. Ah oui, d'accord. Alors c'est place du Panthéon. 17h30. C'est place du Panthéon. C'est ça, c'est à 17h30. Ouais. D'accord. Place du Panthéon. Voilà. Donc, métro Saint-Michel, métro RER Luxembourg. Enfin, il y a différentes RER Luxembourg. Ouais, c'est assez facile d'accéder. Voilà, merci. Ça sera en replay bien sûr sur Twitch. On va la mettre aussi sur YouTube. Merci à tous. Et alors je vais pas faire de raid. Désolé les gens, ça va être trop compliqué là. Donc je vais juste arrêter le stream. Je pense qu'il y a Dani et Aras qui vont commencer. Merci à tous et à très vite. Salut.